ملي كنمشي لكازا كنسمع هذيك السيره انا بيدي كنبغي نجري. Nous on les connaît. Ok, au moins ils nous connaissent pas. Ils vont nous connaître. Ils vont voir qui on est. Yes. Vous écoutez Radio Ma'arif, le podcast marocain. واحد المقابله رغم المقابلات كثرت المقابلات الحمد لله قدمنا واحد المقابله. Le podcast foot. Libre sur le web. Bienvenue les amis dans un podcast foot un peu exceptionnel, un podcast foot qu'on aurait bien voulu ne pas faire ou faire le plus tard possible, consacré à Diego Maradona, disparu mercredi soir, et je suis avec Abdallah Baqil. Salut Abdallah. Salut. Et nous sommes donc deux, puisque c'est comme ça que ça s'est fait, un peu dans l'urgence, parce qu'on avait besoin de parler de ce bonhomme-là dans une espèce d'expérience cathartique audio. Comment tu as vécu, toi, l'annonce de sa disparition ? Moi, au moment de l'annonce, je l'apprends par un ami. On était plusieurs, et en fait, je réalise pas du tout. C'est-à-dire, le choc était tellement lourd que sur le moment, je ne digère pas du tout l'information. Et en fait, j'ai attendu de rentrer chez moi pour vraiment, là, pour le coup, m'effondrer, me rendre compte de l'énormité de ce que... c'est la même chose, pour moi, mais on se rend compte qu'on est dans un état assez bizarre, en tout cas pour moi, vis-à-vis d'un personnage public. Jamais vu Maradona, jamais rencontré. Pourtant, j'ai l'impression que c'est quelque chose de proche qui est parti. Et quand on regarde ce qui se passe à travers les réseaux sociaux, à la télé, on a l'impression qu'on est très très nombreux dans ce cas. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce podcast, parce que on se rend compte que partout la planète s'est arrêtée pour pleurer. C'est une expérience encore plus difficile parce qu'à cause du Covid, il y aura pas vraiment de stade pour exprimer ça. On aurait pu avoir un week-end plein de tifos, je pense, dans plein de clubs du monde, beaucoup de choses. Et ça rend les choses un peu difficiles de voir toute cette douleur. On voit Naples, on voit l'Argentine qui fait son deuil national, on voit Naples qui rebaptise son stade. Mais il y a énormément de gens qui ont pris ça personnellement. Oui. Comment tu expliques ? Enfin, pourquoi, à ton avis ? Je sais pas. Parce qu'il représentait autre chose. C'est pas une... je pense pas que ce soit une représentation justement du star system. On a eu des décès de personnes célèbres qui ont fait ou qui ont produit énormément, en tout cas pour nous. Et ces décès sont passés un peu naturellement, mais c'est un peu curieux cette impression. Enfin, pour a priori un joueur de foot qui a arrêté sa carrière il y a quand même plus de 20 ans. Et n'importe comment. Et n'importe comment. Mais je sais pas, la présence de Maradona en termes d'image, de tout ce qu'il représente, fait qu'on a vraiment l'impression que c'était quelqu'un qui nous accompagnait un peu dans il y avait une tout proximité, ce qu'on faisait, une proximité. Ouais. C'est assez bizarre parce que j'ai lu un extrait d'un bouquin qui a été placé sur les réseaux sociaux, je ne saurais même pas vous dire quel livre c'est, où il parlait des stars du foot, et il disait en gros que quand on croisait Beckenbauer dans un bar, on espérait qu'il vous paye un verre, alors que si on croisait Maradona dans un bar, on allait lui payer un verre. Voilà, c'est pas du tout le même rapport. C'est significatif. C'est significatif. Ouais, non, mais moi, je suis musicien, je suis pas footballeur. Il y a des musiciens qui m'ont énormément inspiré, que j'adore. Il y en a beaucoup qui sont vivants, mais certains ont disparu. Et je n'ai jamais été secoué comme ça, malgré le fait qu'ils aient eu un impact beaucoup plus direct sur mon travail qu'a pu l'avoir un bonhomme comme Maradona. Et c'est un mystère que je constate quasiment à l'échelle planétaire quand je vois aujourd'hui ce qui se passe un peu partout en termes de célébration. Ah oui, c'est énorme. Il y a... Quand on regarde les réactions sur les réseaux sociaux, je dirais pas que c'est partagé. Il y a une écrasante majorité. Il y a l'hommage vraiment ému pour l'écrasante majorité des personnes qui interviennent. Il y a les hommages un peu distanciés qui partent sur le truc. Je crois le pire que j'ai vu, c'était pas le pire. Je m'excuse auprès de la personne qui a eu le malheur de rédiger ce tweet, mais la seule chose qui m'a fait réagir, en fait, c'était pas
c'était pas nécessairement les personnes sur les réseaux sociaux qui insultaient Maradona ou qui mettaient en cause, enfin bon, son mode de vie, parce que ça, bon, à la limite, on a l'habitude, on passe, on regarde pas. Je suis d'ailleurs assez heureux de voir que pratiquement, on a l'impression qu'on s'est tous passé le mot, alors que pas du tout. On répond même plus à ce genre à ce type d'attaque. Mais tu vois, curieusement, la chose qui m'a le plus choqué, c'est une personne sur Twitter qui a mis un grand sportif. Et j'étais scié, parce que s'il y a une chose par laquelle on ne peut pas définir Maradona, c'est un grand sportif. Et par bizarrement, bizarrement, bon, c'est un footballeur, donc c'est un sport, a priori, oui, d'accord. Techniquement, c'est vrai, mais... C'est-à-dire, techniquement, c'est vrai, mais cette espèce de distance par rapport... c'est pas... Maradona, bien sûr, ne représente pas Pierre de Coubertin et les valeurs du sport. On est très clairement... Est-ce que le foot est un sport, c'est un vrai débat, ça. Est-ce que le foot est un sport où il le dépasse? En tout cas, le Maradona l'a propulsé bien au-delà du carré vert et enfin bref, les stades, etc. Enfin, c'est quelqu'un qui, pour moi, quand on parle de foot comme étant un fait social total, c'est-à-dire un fait social qui intègre bien sûr le sport, qui part du sport, mais qui produit de la culture, de la politique, des émotions, des chocs, des histoires, de la mythologie. Avec Maradona, on est dans celui qui a le plus symbolisé ce bonhomme-là qui sort du terrain et qui envahit toute la société. Je pense que la photo de Maradona, c'est peut-être une des têtes les plus connues d'aujourd'hui dans la planète. Clairement. Si on fait le tour de la planète, c'est-à-dire indépendamment des continents, des couleurs et des générations, tout le monde voit qui est Maradona. Parce qu'il nous a touchés. Il y a cette capacité... On peut regarder le foot comme un spectacle, vraiment, tout ce qu'on veut. Mais ce qui est très particulier dans la trajectoire de Maradona, c'est qu'on a l'impression qu'à tous les moments, il a touché en nous quelque chose de sensible, de particulier. Un peu l'enfant, je pense. Peut-être l'enfant. Oui. C'est assez bizarre parce que précisément ce qui est reproché à Maradona dans le foot moderne, c'est que le foot moderne doit être compatible avec les enfants oui, parce que c'est un public visé et donc du coup, il faut que tout soit parfaitement lisse et pas très. D'accord. C'est sûr que un personnage qui à la tribune d'un stade balance des doigts à tout le monde, c'est pas forcément l'exemple à montrer à ses enfants. Et pourtant, paradoxalement, c'est ce côté un peu enfantin qui l'a rapproché de nous. Qui l'a rapproché de nous tous. Il y a beaucoup de choses qui l'ont rapproché de nous. Il y a ce côté enfantin, comme tu dis. Il y a le jeu aussi. Parce que si on parle de jeu, je pense que peu de joueurs ont rendu hommage au jeu autant que lui. C'est-à-dire qu'on est devant un bonhomme qui transpire le ballon, c'est-à-dire quand je dis le ballon, c'est toutes ses formes, parce qu'il y a le foot qu'on joue à 11 contre 11, mais Maradona, on le sait tous, était capable de faire un 4 contre 4 n'importe quand, il voulait faire des tennis ballons, il voulait jongler, il y a le côté, j'ai un ballon, je veux taper dedans, et ça me procure du plaisir. Et ça, on a tous, en tout cas... j'ai pas envie de dire tous juste pour pas être pris en porte-à-faux, mais il est évident que c'est un plaisir qu'on a tous connu. Le ballon est là, tu tapes dedans. Et on a l'impression qu'il a eu beau monter au sommet de la pyramide, il est resté ce bonhomme-là qui, avec un ballon, veut dribbler, passer, marquer, arnaquer, comme tu le fais dans un coin de rue à l'âge qu'on avait, à l'époque on le regardait, quoi. Ah oui, mais lui, il respire ça, hein. Il y a des choses. On se rend pas compte maintenant. On est dans un foot qui est beaucoup plus, qui tape beaucoup plus sur la espèce de performance très souvent liée au physique, enfin à la vitesse, à plein de choses. Mais il y a des gestes qui sont inoubliables. La Juventus, pour rendre hommage à Maradona, c'est quand même. Mais écoute, c'est un truc. C'est le choix qu'a fait. C'est cette espèce de coup franc en direct dans la surface, où tu te dis, mais 999 joueurs sur 1000, d'accord, le met en force, c'est juste pas possible. La distance est beaucoup trop courte. Il ne peut pas passer au-dessus du mur et retomber dans la cage et loin du gardien, et du côté opposé à celui où se trouve le gardien. C'est juste un geste que pratiquement qu'aucun footballeur n'oserait faire. Et lui, il le fait, il le réussit. Et c'est ce que met la Juventus, c'est cette image-là. Sans commentaire. C'est ce que la Juventus met. C'est un but qu'elle prend.
Oui. Et c'est un but une année où je pense que c'est le Scudetto 87, c'est-à-dire que c'est un but qui lui coûte, quoi. C'est pas. Oui. Et c'est le souvenir de la Juventus de ce joueur-là. Et d'ailleurs dans les hommages, c'est magnifique. Hein, écoute, tu le prends bien. Il y a des gens qui l'ont mal pris en disant qu'il n'y avait pas de phrase. C'était. Moi, je l'ai bien pris aussi. Moi, je l'ai très bien pris. Mais on reste sur les hommages. Toi qui as vécu en Argentine, qui a passé du temps en Argentine, c'est ces photos incroyables où tu vois des fans de River et de Boca qui sont des hommes mûrs, hein, qui se soutiennent les uns les autres, terrassés par la douleur. Quand tu connais la rivalité qu'il y a entre ces clubs, tu peux peut-être nous en parler. Ça veut dire beaucoup. Ah, mais c'est énorme. Mais de toute façon, Maradona en Argentine, c'est même pas. Je vais même pas dire que j'ai une pensée pour les Argentins, parce que j'ai en fait eu peut-être la même réaction que justement à cette nouvelle, parce que c'est énorme. Imagine, partout dans le monde, on s'identifie à ce grand monsieur. Imagine l'endroit où il parle la même langue, où il a baigné. Enfin, il a ramené la Coupe du Monde aussi. Qui a ramené une Coupe du Monde. Et quelle Coupe du Monde? C'est pas n'importe quelle Coupe du Monde. Et pourquoi est-ce que les Argentins sont aussi attachés à la Coupe du Monde 86 plutôt que celle de 78, qui est pourtant la première, qui devrait être la plus marquante? C'est parce que c'est juste un parcours extraordinaire. C'est-à-dire, évidemment, on peut pas parler de Maradona sans parler de ce match contre l'Angleterre, qui est une espèce de revanche avec la guerre des Malouines en fond, qui s'était terminée de manière désastreuse pour l'Argentine, et cette espèce de revanche aussi du Sud contre le Nord. Enfin, il y a tous ces éléments-là mis bout à bout font de ce titre en 86, mais quelque chose d'énorme, qui va bien au-delà d'un titre. C'est pas une ligne de titre. C'est pas une simple ligne de titre de plus. Mais est-ce qu'on n'est pas, toi et moi, en train de... Parce que moi, le fait est que, 86, je me rappelle quasiment de tous les matchs. Il y avait le Maroc déjà, donc on était devant les écrans. Et bizarrement, bien sûr, je me rappelle de cette Coupe du Monde, mais plus que de la dernière, par exemple. Alors, est-ce qu'on n'est pas complètement dans ce podcast de vieux en train de magnifier le passé juste parce que 2018 sera le 86 d'une autre génération? C'est un doute qui m'assaille. J'ai pas de réponse. Je pose la question quand même. Oui, bon, c'est bon de se poser la question, mais je dirais assez rapidement quand même qu'on a été privilégiés. Voilà. Ouais, on a peut-être eu le privilège de vivre ça. Et puis bon, comme tu parlais de l'Argentine, je peux te dire que à la limite, quand tu le vis en Argentine, ils ont la même réaction, mais quelle que soit la génération. Oui. C'est-à-dire, c'est pas un élément. Maradona, c'est pas quelqu'un du passé, d'accord, une espèce de joueur mythique qui a ramené une Coupe du Monde. C'est beaucoup plus que ça. C'est la Coupe du Monde des Coupes du Monde. C'est le joueur qui a, enfin, c'est plus qu'un joueur, il y a un culte. Hein. Je le rappelle, en Argentine, il y a une église maradonesque. Bon, et c'est la raison pour laquelle on arrive à avoir ces images-là. Il faut arriver à comprendre la rivalité River-Boca. Et un joueur qui a joué à Boca Juniors, hein, qui était même supporter de Boca Juniors, c'est-à-dire qui avait sa place, sa loge, sa loge au stade de la Bombonera, arriver à réunir les supporters de River Plate dans un hommage d'abord River Plate officiel d'abord, comme club, hein, qui rend un hommage marqué à Maradona, et les supporters. Les supporters sont dévastés, c'est parce qu'ils représentent plus que cette rivalité. Il transcende il transcende beaucoup de choses, Maradona. Il transcende la rivalité locale, il transcende les pays, les générations. Il y a plusieurs générations. On voit des jeunes avec des tatouages Maradona. Mais revenons sur la Coupe du Monde, sur l'Argentine. La Coupe du Monde et Maradona, c'est une histoire extraordinaire. Alors déjà, il faut planter le décor pour les jeunes qui nous écoutent. Nous, au Maroc, par exemple, on n'avait pas beaucoup de foot à la télé. C'est-à-dire qu'on avait les Coupes du Monde, c'était gratuit. On n'avait pas besoin d'aller dans un café ou tripatouiller des IPTV. Par contre, c'était un petit peu de Liga, pas beaucoup de Calcio. Enfin, la Coupe du Monde, c'était le moment où 78, Maradona n'est pas convoqué. C'est une énorme blessure à son ego. Oui. Voilà, alors que je pense qu'il va être champion du monde junior. Juste après. Donc il estime qu'il aurait dû être dans les 22. Il estime qu'il aurait dû avoir ce titre à domicile. Ça va être une blessure. 82, il est sélectionné et là tout le monde l'attend comme étant la grande sensation. Et là il y a ce fameux. Alors politiquement, puisque tu veux parler de politique, l'équipe d'Argentine arrive en Espagne et elle découvre tout ce qu'on raconte sur son régime. Et là l'équipe d'Argentine politiquement est coupée en deux. Avec d'un côté
des gens comme Passarella qui sont dans la parano en disant ils veulent nous déstabiliser, notre régime est bon, etc. Et il y a d'autres qui sont plus gauchisants, il y en avait beaucoup également dans cette équipe-là, qui disent en gros pour aller vite, on a un pays qu'il faut réformer et les gens qui nous critiquent ont raison. Voilà, la junte militaire devrait dégager. Et toute la Coupe du Monde 82 va se passer dans cette ambiance vraiment dégueulasse. Et Maradona, donc jeune, qu'on attendait à l'époque, je me rappelle très bien de la vignette Panini de 82, parce que pour moi 82, je t'explique, c'est la perfection esthétique. Oui. 82, les couleurs, oui, c'est le sommet. les maillots, le Brésil-Italie, c'est à Séville. Je sais pas si c'est les caméras, ou si c'est les maillots, ou si c'est l'élégance, ou si c'est les coups, je ne sais pas, mais c'est pour moi indépassable. Donc, il arrive dans cette même poule avec le Brésil à faire ce match horrible. Oui, deuxième tour qui n'était pas élimination directe, ce match horrible où Gentile le marque à la culotte et le massacre. Mais attention, puisqu'on va parler, je pense, de Bilbao plus tard, Gentile lui fait jamais mal. Il le fait tomber, il lui arrache les maillots, bref, je sais pas comment il finit ce match, mais oui, c'est les Italiens à l'époque, oui, c'était ça. Oui. Il y avait une science de la faute sans. Il y a une histoire sur Gentile, parce qu'ensuite il va connaître une réhabilitation en fréquentant Socrates à la Fiorentina. Toujours est-il qu'il sort de ce match complètement frustré et finalement il va se venger sur les Brésiliens et prendre un carton rouge sur un pied haut, une agression. C'est donc un pied haut, c'est un geste de kung-fu. C'est un geste de kung-fu, voilà. Clairement. C'est ça. Parce qu'il n'y avait pas d'action. Il n'y avait pas d'action. Donc 82, Coupe du Monde loupée. 78, Coupe du Monde absente. 82, Coupe du Monde loupée. 86, Coupe du Monde glorieuse. 90, Coupe du Monde, mais complètement tragique avec cette demi-finale à Naples contre l'Argentine, contre l'Italie. Cette finale où tout le monde sentait que l'Allemagne devait gagner. Et 94, suspendu à la fin du premier tour. Je voulais juste préciser aussi une chose, si on plonge dans les années 80, c'est qu'il faut aussi savoir que les joueurs qui jouaient en Europe ne pouvaient pas jouer avec leur sélection pendant les qualifications. Bien sûr. C'est-à-dire que quand on parle de Maradona en équipe d'Argentine, à partir du moment où il a été recruté à Barcelone, il n'a plus joué avec la sélection argentine qu'en Coupe du Monde. Voilà. Jamais en qualification. C'est-à-dire aussi pour mesurer un peu le côté particulièrement compliqué pour ces équipes-là de réunir une sélection quasiment pour démarrer une compétition avec des joueurs qui ne se sont pas vus pendant 4 ans. Oui, tu fais bien de préciser ça. Et autre détail important concernant le schisme là, de 82, c'est que derrière, ça va coûter quand même un sacré exploit à Passarella, parce que Passarella va littéralement se faire virer par Maradona de la Coupe du Monde 86. Daniel Passarella, c'est la deuxième star argentine à ce moment-là, en 86. D'abord, c'est le capitaine, incontestable de l'équipe d'Argentine. Enfin, il y a toute cette... C'est celui qui a levé la coupe en 78. Et c'est celui qui a levé la coupe en 78, et c'est un peu le vétéran glorieux qui va mener cette équipe d'Argentine en 86. Et précisément ce conflit de génération, Passarella, après derrière, sera connu comme l'entraîneur qui interdit les cheveux longs en équipe d'Argentine, pour donner une image du monsieur qui est un petit peu psychorigide sur ces choses-là. Et il y a un bras de fer, c'est-à-dire, je rajoute ça à la Coupe du Monde 86, c'est qu'il y a quand même un bras de fer avant le démarrage de la compétition entre Passarella et Maradona, qui est gagné par Maradona, et Maradona... très clair, prend un malin plaisir à gagner cette Coupe du Monde pour l'Argentine. C'est l'avis de tous. L'équipe d'Argentine, ses adversaires, ou même les Argentins, disaient, c'était pas une équipe d'Argentine exceptionnelle. Non. Vraiment, là, on a vu beaucoup mieux après, on avait vu beaucoup mieux avant. C'était pas quelque chose... L'élément clé qui faisait vraiment toute la différence, c'était Maradona. C'est lui qui faisait la différence dans cette équipe d'Argentine. Oui, mais c'était Maradona contre tout le monde. Voilà. Maradona contre l'Angleterre, ensuite Maradona contre la Belgique. À un moment, il y a une photo très célèbre, on le voit devant toute l'équipe de Belgique quasiment, où d'ailleurs figurait Guéretz. D'autres images aussi, peut-être moins célèbres, du nombre de passes décisives qu'il a mis. Ses coéquipiers ont loupé lamentablement, c'est quand même assez fou. Mais c'est là où sortir autant de passes décisives. C'est là où je voudrais parler du joueur. C'est le match abouti, le match contre la Belgique. C'est très certainement le plus grand match. On retient l'Angleterre, les 2 buts, les deux faces, le yin et le yang, le but de la main et le but du siècle dans le même match, tout ça. Mais en termes de match abouti, c'est le match contre la Belgique est très certainement le meilleur match
que Maradona ait fait dans sa carrière en équipe d'Argentine. En club, bon, c'est autre chose, mais en équipe d'Argentine, c'est vraiment le match parfait. Eh ben, on reste sur la Coupe du Monde. En 90, il y a cette espèce d'épopée tragique qui à coup de penalty, de match arraché et cette finale très bizarre. 94, c'est le drame total. Donc en fait, ce que je voulais dire, c'est que si le grand spectacle mondial, c'est la Coupe du Monde, celui auquel la planète entière assistait beaucoup plus des championnats locaux qui dépendaient des droits et qui étaient beaucoup moins médiatisés qu'aujourd'hui, eh ben 78, on connaissait pas. 82, on parlait que de lui. 86, il explose. 90, c'est l'histoire de l'Italie contre Maradona, donc Naples, etc. Et 94, il est expulsé et il occupe encore. C'est-à-dire qu'on a quasiment... Attention, en 90, il y a deux histoires. Il y a celle que chantent les Argentins pendant la Coupe du Monde au Brésil. C'est le rappel de ce match en 90. Ce match sur le but de Caniggia. Sur le but de Caniggia, sur une passe décisive de Maradona, qui a été archi-dominé par un Brésil, mais outrageusement. Ouais, c'est un massacre. C'est un massacre. C'est-à-dire, je crois que les Brésiliens ont touché tous les poteaux, les transversales possibles, imaginables. Non, mais c'est un match, si vous regardez c'est complètement fou. C'est une action, et boum, 1-0, le Brésil est éliminé, l'Argentine passe. En huitième. Ouais. C'est un... Et pour les Argentins et les Brésiliens, pas rappeler, il y a une rivalité particulière entre ces deux pays. Mais sûr, c'est aussi l'autre histoire de cette Coupe du Monde 90, qui est retenue côté européen. C'est toute cette histoire avec l'Italie, Naples, ce match joué dans le sud, joué à Naples, où les supporters italiens sont partagés entre l'Italie et Maradona, ce qui est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. On est en train de parler d'un joueur, d'accord, d'une sélection étrangère en Coupe du Monde qui joue un match à élimination directe contre le pays hôte. Et qui demande le soutien des supporters. Et qui obtient une partie du soutien des supporters. Les Italiens l'ont en travers de la gorge aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de nations qui l'ont en travers de la gorge, mais qui l'adorent quand même. Qui l'ont un peu en travers de la gorge en disant on n'a pas eu le soutien qu'il nous fallait. C'était une erreur de jouer l'Argentine à Naples. Non, mais pour que les gens comprennent, imaginez un peu un Maroc-Égypte. Oui, voilà. Un Maroc-Égypte joué, on va pas dire Casa, parce que Casa, il y a deux clubs, mais par exemple à Tanger, où la star de Tanger est un Égyptien et qui demande au public de Tanger de le soutenir contre le Maroc. Ce serait complètement... Et qu'il y ait un débat. Oui. Débat et que ce bonhomme-là, cet Égyptien... Et que les supporters hésitent, Oui, que les Égyptiens, que les Tangérois... Non, mais déjà, que l'Égyptien le demande. Tranquillement, c'est Maradona, c'est dans le reportage de HBO, disent voilà, moi j'attends les Napolitains qui me soutiennent, j'aurais donné beaucoup, et ça n'a pas l'air incongru. Non, ça n'a pas l'air incongru. Parce qu'en même temps, il y a l'arrière-fond culturel où on voit très bien ça dans le reportage de HBO, où à chaque fois que Naples sortait et se déplaçait dans le Nord sur l'Inter ou de la Juve, qui étaient les grosses équipes de l'époque, voilà, c'est les banderoles, lavez-vous, africains, sales, machin, etc. Évidemment, non. Il y avait quand même une belle dose de racisme du Nord vis-à-vis du Sud, et Maradona, c'est un peu l'histoire de sa vie, c'est le Sud vis-à-vis du Nord, enfin c'est le peuple et les riches, enfin ça se résume un peu à ça, parce qu'on peut parler beaucoup, mais en fin de compte, c'est un peu ce qui transparaît de tout son parcours, y compris ses prises de position et compagnie, et c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui les gens sont émus. Oui, c'est ce qu'on disait... Pareil pour Boca River, mais moi c'est même ce que je disais à titre personnel. C'est-à-dire quand on parlait de Boca River, moi je suis supporter de River Plate et supporter du Real Madrid. Maradona a joué pour Boca Juniors et pour Barcelone. C'est-à-dire, enfin, a priori, quand je devrais le détester, il lui manquait plus que le Wydad pour faire la triplette et puis c'était terminé. Non, mais on va parler du Barça, tu vas te faire plaisir. Mais et justement, c'est ce que j'expliquais. Je disais, mais c'est juste, c'est pas possible. C'est-à-dire que, après je le disais avec un peu d'ironie, je disais oui, mais Maradona, justement, comme à Naples et tout ça, est connu pour avoir joué pour des équipes qui étaient très médiocres et les avoir relevées. Les avoir transcendés. mais le fait est que, oui, c'est un joueur sur lequel n'avait pas prise l'espèce de supporterisme étroit où on était tous fascinés. Mais on va parler 2 secondes de son passage en club. On a parlé de l'Argentine, on va parler de clubs. Hein. Il y en a 2. Enfin, évidemment, il a fini à Séville et compagnie, mais il y en a 2 principalement. C'est Barcelone, enfin 2 clubs européens, en tout cas des clubs qu'on connaît. On va commencer par Barcelone. Barcelone, c'est un foirage, quoi. Ça marche pas. La greffe n'a pas primé du tout. Il passe 2 saisons. La première,
Il se fait découper. Il se fait découper par Goicoechea dans une action. Alors, si vous la regardez encore aujourd'hui, vous avez des frissons. Ah oui, non, Aujourd'hui. horrible, C'est-à-dire, on parle d'un tacle sur un joueur qui tourne le dos au but, qui est à 60 mètres du but adverse. Là, à ce niveau-là, c'est pas un carton rouge. À ce niveau-là, c'est 10 ans de prison. En fait. Voilà. C'est une agression. Et on parle d'un autre football. Hein. Les fractures et compagnie, c'est l'année, quoi. On n'est pas dans quelques mois, quelques semaines. Ce qui est dingue, c'est que il revient après sa rééducation longue et pénible, et il y a cette fameuse Coupe du Roi, là, contre Bilbao, où ça repart en bagarre générale. Alors déjà, c'est des images qu'on voit plus. Mais moi, ce que je voulais dire là-dessus, c'est qu'en fait, Maradona, dans cette bagarre générale, il a fait ce que tout le monde rêve de faire. C'est Kill Bill. Voilà, c'est Kill Bill. Oui. C'est-à-dire que tu as pris un coup dégueulasse, Kmetia, tu attends 1 an, et quand tu vois que le bonhomme essaye de repartir, tous les supporters du monde ont ce sentiment. Tu as envie de lui mettre une droite, quoi, une gauche ou Schmel, ce que tu veux. Et c'est exactement ce qu'il fait. Alors là, non seulement il repart, mais il prévient. Oui. C'est-à-dire, il lui dit, avant le début du match, je vais te faire encore plus mal que la première fois. Voilà. C'est pour ça qu'on arrive à la limite. Mais c'est un autre football. Oui. Non, mais le football espagnol est très violent. Mais c'est pour ça qu'on arrive à la limite des notions de fair play, de Coubertin, etc. On arrive à la vie. Oui, la vie, c'est ça. On dit, on a des enfants, on leur dit, il faut pas rendre les coups, machin, c'est pas bien. Mais quand il y a un type qui te crève un œil, qui se fout de ta gueule, et quand tu reviens au bout de 6 mois, qui ricane et qui te dit, je vais te crever le deuxième, écoute, le crochet du gauche est légitime. On a tous une certaine satisfaction de voir le joueur en question mettre un coup de kung-fu, quitte à se prendre un rouge. C'est pas un souci, c'est pris comme... C'est pas joli, mais c'est humain. C'est ce qu'il faut faire. Il y a ce côté, quand on est humain, c'est ce qu'il faut faire. C'est le revenge movie. Ouais. C'est le revenge movie où tu souffres avec la victime et tu passes ton temps avec la victime à chercher l'auteur du viol ou il y a des dizaines de films comme ça et on les connaît. Mais il y a un autre divorce qui se prépare à ce moment-là à Barcelone. Bon, déjà, il est pas très bien accepté. Hein. C'est le gitan, le machin. Les Espagnols, disons, sont pas très accueillants, les Catalans non plus. Voilà, on voit bien que culturellement, la grève prend pas très bien. Mais plus grave, c'est que Goicoechea, il est en équipe d'Espagne. Il est en équipe d'Espagne, on le sort pas de l'équipe d'Espagne, il est un peu le héros de celui qui a remis le morveux à sa place. Et pire que ça, après la bagarre générale, le roi Juan Carlos va demander des excuses. Maradona tout seul va s'excuser avec son espèce de manager, l'improbable chevelu de l'époque, avec une grande chevelure rouge, j'ai oublié son nom. Et il va s'excuser, à ce moment-là, le divorce est consommé. C'est-à-dire, dans tout ça, vous m'accusez que moi. Le bonhomme, il se pavane dans l'équipe d'Espagne. Mon club ne me défend pas. On met en cause mon mode de vie. On m'appelle le gitan. Je vais partir. Et quand il arrive à Naples, c'est une dégradation. Oui. C'est une dégradation. Naples, c'est pas Barcelone. Mais c'est Barcelone n'est pas du tout à l'époque. Hein. Faut savoir, Barcelone, c'est pas Barcelone comme on le voit aujourd'hui. C'est un peu c'est un peu un outsider, même en Espagne. Ça reste quand même, c'est pas aussi. Mais Naples, c'est encore pire. Naples, c'est 0 titre à son palmarès. Bon, voilà, c'est une équipe. Et cette histoire d'amour, on dirait qu'elle a été écrite. Elle a été écrite, c'est-à-dire que tu pouvais pas imaginer de casting plus parfait que Diego Maradona dans cette ville qui ne demandait qu'à s'embraser pour un dieu ou pour un empereur ou pour un roi, et c'est ce qu'il est devenu. Il est devenu le roi de Naples. Oui, mais c'est la belle histoire. C'est la belle histoire, Naples. C'est le sauveur. C'est comme en 86. C'est le sauveur. C'est lui qui va arriver et porter un club médiocre, qu'on situe assez difficilement sur la carte, d'accord, des clubs européens, et qui va... je rappelle qu'à ce moment-là, dans les années 80, tout le monde va au calcio. C'est-à-dire que on n'est pas en train de parler d'un championnat moyen, c'est le meilleur championnat du monde quand même. Et il n'y a pas d'arrêt Bosman, c'est-à-dire que il n'y a pas d'arrêt Bosman. Globalement, c'est contemporain de Platini à la Juve, c'est-à-dire tous les grands joueurs mondiaux en fait se retrouvent. Socrates, Falcao. La Juve, en gros, c'est l'équipe d'Italie 82 championne du monde. C'est quasiment avec les renforts de demi-finalistes de cette même Coupe du Monde, d'accord, Boniek et Platini. Donc on est vraiment sur une espèce de. On est sur c'est très haut. Cabrini, Tardelli. C'est très haut. C'est pas. C'est-à-dire gagner le calcio dans ce contexte-là, avec une équipe de Naples qui n'a pas du tout la structure des grands clubs du Nord, avec des arbitres très clairs. On connaît le calcio. Aujourd'hui, quand on regarde. C'est plus qu'un exploit. C'est plus qu'un exploit. Et on est encore une fois, justement, dans cette espèce dans cette
cette construction du mythe comme énorme joueur, c'est le joueur qui porte à lui tout seul une équipe et qui l'emmène au sommet. Voilà, mais c'est la mythologie. Ouais, on est dans quelque chose de mythologique. Et vraiment, 86 et Naples, c'est l'Argentine. Le premier Scudetto de Naples, c'est 87. C'est juste le premier Scudetto de Naples, c'est la même histoire. C'est C'est seul contre tous. Ouais. Mais quand tu regardes les images de Naples, moi, quelque chose qui me choque. Bon, déjà, ce Sampaolo là, qui va s'appeler, je pense, Maradona, il a une tête de donneur. Quand tu le regardes bien, le Maganel ressemble, techniquement, genre le tableau d'affichage. Il y a des douves aussi, comme chez nous, cette espèce de trou où tu vois les joueurs passer. C'est pas qui a inventé ça, mais ça doit être quelqu'un qui aimait bien le Moyen Âge. Oui. Ouais, exactement. Regarde les vestiaires des après-matchs. C'est le bordel. Il y a toujours des gens qui doivent pas être là. Il y a des gens qui fument dans les vestiaires, des journalistes. Il y a les conférences de presse, c'est bondé. Il y a un côté un peu l'arrivée de Maradona au stade. Il y a toujours trop de monde, quoi. On n'a rien à voir avec les arrivées d'aujourd'hui, très calées, aseptisées. Enfin, il y a quelque chose de, je vais le dire, il y a quelque chose de tiers-monde, voilà. Il y a quelque chose de tiers-monde dans ce Naples-là, qui nous parle et qui nous renvoie à nos vécus à nous, quoi. Ils le font en fait, ils le font en plaisantant. Il y a un côté aussi un peu effronté, d'effronterie. Enfin, tout à l'heure, on parlait, tu me racontais l'assado organisé par l'équipe d'Argentine en 86 avec du vin à volonté, enfin, en pleine compétition. Et le papa Maradona qui échoue, qui grille, qui s'occupe du Coupe du Monde. Du barbecue. Avec une casquette Adidas. C'est typiquement argentin, un barbecue. Avec du vin, Et il y a ce côté effronterie. C'est-à-dire que l'antipathie de la part... Il faut être clair, de la part des instances de la FIFA, d'un football qui est en train de se transformer en produit marketing un peu, vient aussi assez largement de ces aspects-là, de la personnalité de Maradona, pas seulement de Maradona, mais aussi un peu partout où il passe, d'accord, où on a ce sentiment de le football, c'est la joie, jouer. Et c'est pas quelque chose qui est on ne met pas cette joie-là dans une espèce de cage ou dans des règles un petit peu dans un cellophane. Dans un cellophane pour le présenter un peu pour gagner des parts de marché. Il y a un peu ce côté-là. Il y a un peu ce côt-là qui est quand je vois qui est à contre-courant de la tendance de la tendance lourde de l'époque qui commence déjà. Qui commence. Et on se retrouve devant un bonhomme qui symbolise cette passion, cette spontanéité, parce qu'on parle quand même de quelqu'un qui a symbolisé tout ça sans beaucoup parler, sans réseaux sociaux, sans rien du tout. Je veux dire, juste par sa gestuelle, ça, et qui va s'opposer clairement à la FIFA. Ça va être le premier syndicat des joueurs. Ça va être des interviews complètement lunaires où il va les accuser de magouiller les résultats des matchs, en particulier cette finale de 90. Il va le payer vu que ça va être le seul joueur suspendu lors d'une Coupe du Monde pour dopage en 94. En fait, ils sont deux, mais en même temps. Avec un Ninja aussi, avec lui. La Canidja, ouais. C'est les deux qui sont contrôlés et suspendus, écoute, mais l'équipe d'Argentine a historiquement, d'accord, les deux seuls de toute compétition. Quand on dit la Coupe du Monde, de toute l'histoire de la Coupe du Monde, non, mais de toute grande compétition. Ouais, tu peux rajouter les euros. Tu peux rajouter les euros, la Copa América, tout ce que tu veux, d'accord. Il y a deux joueurs seulement, ça fait rire. Quand on connaît le football, ça fait quand même. On peut pas. Non, mais c'est la limite de la théorie. C'est complotiste. C'est pas possible. Bon, d'accord, très bien, je veux bien, mais à un moment dire, il y a que deux joueurs dans toute l'histoire du football qui étaient dopés, on voit bien que c'est... Bon, non, il y en a eu d'autres, il y a eu des suspensions pour dopage, mais en phase finale, il y en a eu deux, effectivement. Il y a eu Maradona et Canidja. Non, mais je te parle de grandes compétitions. Ah, bien sûr. Bien sûr, mais cette histoire de Napoli, il y a un côté, je sais pas comment le dire, mais regarde la période napolitaine et la période d'avant, regarde à quel point il a l'air de dominer son sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je te mets au défi de me trouver une photo de Maradona sur un terrain où il a l'air une photo laide.
tout est, c'est-à-dire dans tous ces gestes, la gestuelle est parfaite. Le regard, les postures, et on parle, je parle des matchs. Ouais. Je parle des matchs. Aujourd'hui, les joueurs sont, nous-mêmes, ça nous arrive. Maintenant, on est tous photographiés par notre entourage, nos proches, on touche des smartphones, et un peu comme Maradona à l'époque, mais pas parce qu'on est star, parce que la technologie s'est démocratisée. Et très souvent, tu vois une photo où tu as un œil fermé, l'air tordu, enfin, tu pas ton avantage. Maradona n'a aucune photo comme ça sur un terrain. Aucune. Littéralement aucune. Toutes sont des posters. Tu prends n'importe quoi, le maillot bleu contre l'Angleterre, le maillot de Boca avec la bande latérale jaune, le maillot bleu ciel de Napoli, les bandes, les rayures tout est parfait. Seul Barça, je suis désolé pour les fans, je suis pas ni fan du Real ni du Barça, cette espèce de truc un peu terne et brillant, ça marchait pas. Mais tout le reste est parfait. Il était parfait sur le terrain. Il y a ça, hein. Les espèces de délire un peu du Maradona homme public, hein, d'accord. Il y a qui sont des aspects extrêmement sympathiques, hein, aussi, mais sur un terrain, Maradona, c'était très impressionnant. C'est-à-dire que là, pas de simulation. Non, il y a rien. Il y a rien. Il prend des coups, il se relève. Oui, il se relève. Tout est nickel. Il a les yeux bien ouverts. Il y a pas un moment de distraction. Des fois, on voit sur des matchs. Il sait se mettre au service de l'équipe. Regardez bien la finale contre la RFA, parce que c'est pas l'Allemagne, c'est la RFA, où je vois ça en comparaison de beaucoup de joueurs qui ont aujourd'hui obsédé par leurs statistiques, qui ont des attitudes de sauveurs. Regarde comment il joue les dernières minutes quand l'Allemagne revient à 2-2 quasiment miraculeusement sur 2 corners. Il n'a qu'une seule chose à faire en fin de match, c'est qu'il joue à une touche de balle. Oui. Il a tout le monde sur le dos et il envoie Valdano. C'est Bourchaga. C'est Valdano. Là encore, on va faire une comparaison de fait. C'est-à-dire que là, il faut être bien conscient que tout ce qu'on voit de Maradona, il y a cette authenticité sur le terrain, la volonté en fait de faire gagner l'équipe. C'est quelque chose qu'on ressent dans tous ces matchs, en tout cas dans tous ceux que j'ai regardés, quels qu'ils soient. À la même époque, on prend un contemporain, dont les coéquipiers, enfin c'est les coéquipiers qui racontent, qui était Platini par exemple, qui était aussi considéré comme un immense joueur. Il y avait un peu rigolard, un de ses coéquipiers, qui racontait en fait que Platini, quand il mettait une passe à un coéquipier, c'était toujours un peu derrière. Pour qu'il la lui remette. Pour qu'il puisse lui marquer. C'est-à-dire que là, il y avait un côté un peu mise en valeur personnelle des stars, qui n'est pas blâmable. Hein, l'écrasante majorité de ces grands joueurs, il y a un peu un côté, pour ma pomme, parce que j'aimais... Platini a fait de la politique. Oui, voilà, c'est ça. Platini a fait de la politique. Platini rentre dans la case de Beckenbauer, quand tu le vois, tu espères qu'il te paye un verre, alors que Maradona, tu vas lui payer un verre. Exactement. C'est-à-dire que c'est une institution. Mais c'est c'est aussi un élément clé qui différencie le joueur. C'est-à-dire, on est vraiment sur. Typiquement, là, depuis le début, il suffit de voir dans quel état sont ses coéquipiers. C'est-à-dire, il triche contre l'équipe adverse, mais il triche pas avec le jeu. Et c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire que tu vas avoir des gens, la main, le truc, les combines à l'Argentine. Oui, mais bon, ça fait partie du football. On va pas non plus d'accord. Mais par rapport au jeu, c'est-à-dire par rapport à la conception c'est pour ça que je parlais du patient du jeu. Ouais. Il ne triche pas. Non, jamais. Il ne triche pas avec jamais, ça. Jamais. Et regarde bien les rapports qu'il a avec ses coéquipiers, mais partout. Même en 2e division mexicaine, il y a une série sur Netflix sur ses rapports. Tous les gars qui ont joué avec lui l'adorent, mais sans aucune exception. Il y a même une anecdote fameuse, cette fameuse Coupe du Monde 86, où les joueurs de l'équipe d'Argentine sont allés voir le sélectionneur. C'est Bilardo en 86. Hein. Oui. Pour lui l'anecdote, pour lui demander de. Pour l'anecdote, je sais pas si tu sais, mais la famille de Bilardo, quand ils ont reçu la nouvelle de la mort de Maradona, ils ont coupé le câble de la télé de Bilardo pour qu'il l'apprenne pas par les informations, en lui expliquant qu'il y avait eu un incident technique pour lui éviter le choc. D'apprendre brutalement que Maradona était mort. C'est passé mercredi. Pour te dire à quel point tout le monde sait ce que ça peut faire à ceux qui l'ont côtoyé ou ceux qui ne l'ont pas côtoyé aussi d'ailleurs. Oui, Bilardo. Les joueurs vont voir Bilardo en disant laisse Maradona sortir le soir. Nous, on va se coucher tôt, mais il n'y a pas de problème vis-à-vis de nous. Mets-lui un chauffeur à disposition. Et je crois que c'est Valdano qui racontait qu'ils se croisaient comme ça, lui en pyjama et l'autre en tenue de fête, parce que à l'intérieur de l'équipe, souvent on explique aux joueurs qui ont des moments d'égoïsme nocturne que vis-à-vis du groupe, c'est pour... mais le groupe n'avait aucun problème. S'il doit être bien qu'il sorte, mais qu'il y aille. Nous, on n'a pas son niveau. On va se coucher tôt et on l'accepte. Et il n'y a aucun joueur... Tu regardes aujourd'hui ses anciens coéquipiers à Naples, en équipe d'Argentine, tous disent la même chose. Le seul qui a cru bon
ne pas suivre cette tendance, celui que je citais tout à l'heure, c'est Daniel Passarella, et ça lui a valu d'être exclu de l'équipe d'Argentine en 86. Oui, mais là, je pense qu'il y avait aussi la politique. Il y avait aussi de la politique là-dedans, parce que quand tu parles de Passarella, tu parles aussi de Menotti. Menotti qui était clairement un gauchiste à la tête de l'équipe argentine 78, avec ses cheveux longs, qui fait un discours avant la finale en disant vous jouez pour le peuple, pas pour la junte. Enfin, c'est des moments très durs. On parle beaucoup de politique, mais c'est lié parce que cette histoire. C'est impossible de ne pas parler politique avec Maradona. De toute façon, c'est impossible. Non, mais après il y a le côté, pour rester sur la politique, il y a le côté complètement en roue libre du bonhomme, dont tous les engagements ne sont dictés par rien d'autre que de la sincérité. Après, on peut les contester, on peut se demander ce qu'il faut avec Chavez ou pourquoi Cuba ou machin, Ben Johnson, mais ce qu'on peut pas lui enlever, c'est que c'est absolument pas le fruit d'une réflexion marketing, d'un calcul politique, d'une optimisation d'image. Le bonhomme fait ce qu'il veut. Oui. Voilà. Mais c'est pour ça, je te dis, c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire qu'on est là sur quelqu'un qui, globalement, venant des moralisateurs à la grand-père de Coubertin, d'accord, qui vont t'expliquer que c'était un tricheur, dopé, but de la main, machin. Mais en fait, ce qu'on retient, nous, de Maradona, c'est la sincérité. C'est la sincérité et l'honnêteté. C'est le fait que ce bonhomme a, toute sa vie, été direct en faisant d'énormes erreurs. Moi, c'est un élément, en fait, que je retiens et qui peut expliquer la proximité qu'on a par rapport à une personne qu'on ne connaît pas, c'est qu'il est profondément humain. C'est ça. Dans ses failles, dans ses réussites, quand je dis humain, avec c'est une puissance créatrice aussi qui est humaine, qui est énorme pour se transcender, mais aussi dans ses failles, dans ses foirages, ses déclarations un peu voilà, dans un certain nombre d'attitudes, dans les erreurs qu'il commet, mais bizarrement, ce sont précisément ces choses-là, c'est ce côté faillible. De cet immense joueur qui nous a juste fasciné par son jeu, ce côté un peu fragile, c'est peut-être ce qui nous attache encore plus. C'est par les failles contre la lumière. Mais parce que je vous invite à regarder le reportage d'HBO, toute il y a beaucoup d'images nouvelles, hein, même si vous connaissez bien le joueur, dans ce reportage, il est marquant, enfin ce documentaire, pardon, il est marquant par la quantité d'images qu'on découvre, et à un moment on se sent oppressé, on respire pas parce que la caméra est toujours collée à lui, il y a toujours une foule autour de lui. C'est presque, si vous êtes claustrophobe, une catastrophe, et on découvre à quel point ce bonhomme était entouré, compressé, contraint dans ses déplacements, et sur le terrain, bizarrement, alors qu'il avait une équipe adverse qui le courait derrière, il avait l'air de voir de l'espace et de respirer et de sourire. Et donc pour moi, c'était ce qu'il a vécu, c'est cette espèce de test d'étanchéité. C'est le test d'étanchéité ultime. Je crois que peu d'humains ont eu sur une durée aussi longue à se farcir autant de pression de la part des gens. Et quand tu es dans cette test d'étanchéité, les failles, l'eau s'engouffre, ça explose. Et c'est ce côté tragique, ces démons qu'il a combattus, mais en public, c'est ce qui l'a rendu aussi proche de nous, parce qu'il a fait ses conneries devant nous. Oui. Il les a pas cachées. Oui. Il les a faites, elles sont énormes et bizarrement. Ce qui est honnête aussi. Ce qui est pareil. On revient à c'est parce qu'on a l'impression d'avoir un humain. Oui. Voilà. Et ça revient à ce qu'on disait au début. C'est presque pas une personne publique qui a disparu. C'est un humain. Qu'on a vécu, qu'on a vu, qu'on a aimé, qui nous a parfois agacé, parfois énervé, et on a assisté également au côté tragique de sa déchéance physique. C'est important, ça. Quand il disparaît après la suspension 94, où nous Marocains, on le voit pas parce qu'on n'est pas la télé argentine, et qu'on le voit 7-8 ans après avec énormément de kilos en plus, les traits tirés, je pense, par une opération cosmétique ou je sais pas ce qu'il avait fait, pour quelqu'un qui était un dieu, enfin physiquement c'était un Apollon, et voir ça à quelle vitesse ça s'est passé, on peut avoir, je sais, des gens qui vont le laisser aller, le rejet, ou bien tu vas avoir ce que énormément de gens ont ressenti, c'est-à-dire mskin. Oui, c'est ça. Waouh. Et tous les errements, le capillaire, il est gros, il est maigre, il a fait une opération, il a mis une bande jaune à la boca, il est parti. Tout ça, finalement, tu vois quelqu'un d'un peu paumé et tu découvres la fragilité dont ne te protège pas la gloire ou la popularité. Tu découvres que ça peut aller ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que ses problèmes physiques ont commencé avant la fin de sa carrière. Ça veut dire que là, quand il arrive à la Coupe du Monde 94, c'est ce qui lui sera reproché, mais il se remet en forme. Oui. Il se remet en forme. Il n'a quasiment pas joué un long moment.
il passe par justement cette remise en forme. Je pense qu'à l'époque, si je me souviens bien, je crois Boca le fait signer 1 an pour qu'il joue, pour qu'il ait des minutes. Hein. C'est pratiquement Boca Juniors décide de pousser Maradona à aller à la Coupe du Monde 94 en le faisant jouer, en lui donnant de la compétition dans les jambes. Et ce moment-là, enfin, qui lui coûte sa Coupe du Monde, hein, c'est ce moment-là justement où il est ensuite testé, déclaré positif et exclu de la Coupe du Monde. Moi, j'ai le souvenir de ce but, c'est contre le Nigeria. Ouais, une espèce de 1-2-3-4 maintenant dans la surface. Ouais. Le 1-2-3-4 et ce crochet avec tir du gauche, boum, dans la lucarne. C'est-à-dire là, il est là. Tu regardes ce truc-là. J'ai détesté cette Coupe du Monde 94. Mais il était plus bactère 1 an avant, et tu as ce côté, une fois sur le terrain, tout revient. Tout revient. Il y a vraiment toutes les qualités d'un passionné. Je vais vous dire, hein, ça m'a tellement marqué que je suis presque sûr que la décision de suspendre Maradona est tombée un samedi matin. Ça m'a marqué. Je me suis dit comment on peut nous faire ça. Comment on peut nous faire ça. On a 1 mois de foot, enfin 3 semaines, c'est la fin du premier tour devant nous. On a un bonhomme qui revient à son niveau que tout le monde attend et tu me trouves ça, mais merde. Et puis ça flingue tout. Et imagine ce que ça lui fait. C'est pas lui, même à titre personnel. Regarde, on en a parlé comme quelqu'un qui fondamentalement à porter les équipes dans lesquelles il jouait, à se transcender, à aller vers l'exploit. Il y avait Batistuta devant. Tu te rends compte que c'est la Coupe du Monde où il bénéficie de la meilleure équipe d'Argentine depuis 78 au moins. C'est-à-dire que là, ou même beaucoup mieux, où là il y avait vraiment de la qualité de joueurs, il y avait vraiment la possibilité de faire à tous les postes. C'était parfaitement bien fourni. C'est vraiment le jour et la nuit avec l'équipe de 86 qu'il a dû vraiment porter entièrement. Et ça ne flingue pas que son rêve à lui. C'est-à-dire que à travers ça, il y a cette espèce de double choc qui est cette espèce de sentiment d'avoir privé l'Argentine de quelque chose qui lui revenait. C'est peut-être pire que tout par rapport à sa carrière, à sa façon de voir les choses. Voilà, c'est horrible. Après, il fait peu de doute qu'il ait utilisé des produits dopants. Hein. Mais je suis désolé, la suite de l'histoire qui s'est produit, d'ailleurs Maradona qui a donné une interview, des interviews qu'il donnait, jubilé, il le disait, enfin il le disait pas en jubilant, mais il lui disait regardez ce que je vous racontais sur la FIFA, maintenant tout le monde le sait. Voilà. Effectivement, il y a eu le scandale, Blatter a été écarté, évidemment. Voilà, il y a eu tous les pontes de l'Amérique centrale sont recherchés, les Warner et compagnie, Glaser, enfin, on sait, voilà, on sait, oui, de la FA, on sait aujourd'hui, enfin on s'en doutait un petit peu. Il y a un monde entre s'en douter et le dire à ses potes dans un café et avoir des décisions de justice et des véritables enquêtes qui prouvent à quel point cet organisme est pourri. Mais par contre, la remise en cause de cet organisme sur le plan financier, etc., c'est une sorte de règle d'or, c'est qu'ils ne sont jamais allés jusqu'à remettre en cause les résultats. Non. Jamais. Pourtant, on a du mal à croire que tu sois un pourri dans les comptes et que tu mettes pas la main sur le match. Parce que les résultats leur n'appartiennent plus au public. C'est quand on te dit c'est une compétition FIFA, à la limite, ils désigneraient le vainqueur sans qu'il y ait match, qu'est-ce que tu as à dire? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est leur compétition. Maradona aujourd'hui, il reste une image, une mémoire, mais il reste aussi des films, il reste des chansons. C'est fou à quel point ce bonhomme-là a inspiré autour de lui des gens qui ont voulu lui rendre hommage par des œuvres. Je vois pas très bien qui a pu provoquer ce genre de choses avant lui. Hein. C'est en ce sens-là qu'il est unique. Il y a pas un footballeur en tout cas déjà. Il n'y a aucun footballeur qui a inspiré ça. Je pensais en termes je pensais peut-être à Mohamed Ali, mais encore, Mais même là, non. Ouais, non, même pas, non. Même pas. Non. Non, c'est unique, parce que c'est une rockstar aussi. Ce n'est pas qu'un footballeur, c'est d'où mon choc, hein, quand j'ai vu grand sportif. Il y en a une autre, j'ai vu, c'est grand athlète. J'étais atterré, dans le sens où précisément, tu ne le mets pas dans une case. Tu ne le mets pas dans une case. Pas dans celle-là. J'ai lu
J'ai lu ton hommage où tu le mets au rang, en particulier de ses contemporains, en tout cas de l'époque, Bruce Lee et Bob Marley. Ben, lui, il réunit tout. Hein. Il a la drogue de Bob Marley et le kung-fu sur le terrain de Bruce Lee. Mais à l'époque, quand ça l'énerve. À l'époque, je vais te dire, hein, parce que tout le monde n'a pas lu ça. À l'époque, je me rappelle très bien de ces posters-là qu'on trouvait très souvent réunis chez les Moulin Zeria, en fait, où il y avait souvent des posters devant leur échoppe, et il y avait une certaine cohérence à mettre ces bonhommes. Bob Marley, par exemple, parlait très peu anglais, mais tout le monde avait compris de quel côté il était. Et Bruce Lee, c'était pareil. Alors, je sais pas pourquoi je les ai ramassés, mais il y a ces gens-là qui arrivent à porter certaines valeurs sans avoir besoin de les exprimer, et que tout le monde sent sans avoir besoin de les comprendre, en tout cas verbalement. Voilà. Et il y a peu de footballeurs, en tout cas aujourd'hui j'en vois pas déjà, qui seraient capables de porter ce genre de passion, ce genre de et d'ailleurs Maradona, c'est, puisqu'on revient au foot moderne, c'est aussi une des limites des statistiques. D'accord, oui. C'est-à-dire ça ne peut pas rendre non. Quand on discute aujourd'hui avec... C'est presque une hérésie, hein, les statistiques au foot. Moi, non, toi tu es extrémiste là-dedans. Moi je suis extrémiste, j'aime pas ça du tout, mais bon, c'est un élément... précisément parce que, entre autres, c'est ce que je cite toujours, et je l'ai fait aussi concernant la VAR, enfin bon, toutes ces espèces d'innovations qui sont un petit peu... D'accord, c'est que un match Argentine-Brésil 90, c'est peut-être le match, moi, le plus injuste qui m'était donné de voir. C'est-à-dire que tu peux faire 4 erreurs d'arbitrage dans un match et tu n'auras jamais une telle injustice qui se manifeste à ce point sur une rencontre. Le football n'est pas juste, la vie n'est pas juste. La vie n'est pas juste. Voilà, c'est parce il reflète la vie, c'est le reflet de la vie. Donc on ne peut pas résumer ça par des... Il y a des sensations, il y a des choses qui sont... qu'on ne peut pas nécessairement expliquer rationnellement dans le foot. Ça touche plus à l'art qu'au sport, en fait. Il y a un côté un peu inattendu qui sort un peu des... Merci Abdullah, merci. Je ne sais pas si c'était agréable à écouter, c'était agréable à faire, en tout cas, un podcast comme ça, cathartique, de deuil. Merci.